Chapitre 13. L'organisation de la SARL. Premier point, le gérant. La SARL est gérée par un ou plusieurs gérants qui doivent forcément être des personnes physiques. Ils sont mandataires sociaux, ce qui veut dire qu'ils représentent la société. En gros, c'est eux qui prennent les décisions au nom de la société. Le gérant peut être un associé ou un tiers, donc pas forcément quelqu'un de l'intérieur de la société. Et puis pas besoin d'avoir la capacité commerciale pour être gérant. Mais il ne doit pas être frappé d'incapacité ou de déchéance, comme de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer. En clair, il ne faut pas qu'il y ait un jugement qui l'interdise d'être gérant. Et si le gérant est étranger, il doit avoir une carte de résident ou une carte de commerçant étranger, sauf exception. Donc si tu veux nommer ton ami étranger comme gérant, assure-toi qu'il a les papiers nécessaires pour ça. Sauf si les statuts disent le contraire, le gérant est nommé pour la durée de la société. Il n'y a pas de limite d'âge et il peut cumuler des mandats de gérant, c'est-à-dire être gérant dans plusieurs SARL. Si le gérant est nommé pour une durée déterminée, son renouvellement n'est pas automatique, mais il peut demander des dommages et intérêts si la fin de son mandat est humiliante ou vexatoire. Donc si ton mandat se termine et qu'on te dit « merci, au revoir » sans raison valable et de manière humiliante, tu peux demander des dommages et intérêts. Le gérant peut cumuler ses fonctions avec un emploi salarié dans la boîte, mais il doit respecter 3 conditions. Avoir un emploi effectif, donc pas un emploi fictif, avoir dans son emploi des fonctions distinctes des fonctions de gérant et un lien de subordination, et être minoritaire, qu'il ait moins de 50% des parts sociales. Le gérant peut être payé ou non. Ça peut dépendre des statuts ou d'une décision des associés. Mais s'il se paye une rémunération excessive, ça peut être considéré comme un délit. La rémunération peut être fixe, proportionnelle ou un mix des deux. Elle peut inclure des avantages en nature. Le gérant a droit au remboursement des frais qu'il engage pour la société et il peut recevoir des gratifications exceptionnelles. Donc si tu es gérant et que tu achètes du matériel pour la société, tu peux te faire rembourser de ces frais. Pour ce qui est de son régime social, le gérant majoritaire est affilié au régime social des travailleurs non salariés, les TNS, tandis que le gérant minoritaire est affilié au régime de la sécurité sociale. En clair, si tu es révoqué sans raison valable, tu peux demander des dommages et intérêts. Par contre, si tu as vraiment fait des erreurs de gestion, là tu ne pourras rien réclamer. Pour finir, en cas de décès du gérant unique, tout associé ou le commissaire aux comptes peut convoquer l'assemblée des associés pour nommer un nouveau gérant dans les 8 jours. Point suivant, la révocation du gérant. Le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, le gérant peut alors demander des dommages et intérêts. Il peut aussi être révoqué par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé, même si l'associé en question ne possède qu'une seule part sociale. Pour les tiers, la révocation du gérant, elle n'a d'effet qu'après les formalités de publicité, donc au BODAC, au JAL, au RCS, et avec un dépôt au greffe du tribunal de commerce. Point suivant, la démission des gérants. Les statuts de la société, ils peuvent prévoir comment le gérant peut démissionner. Mais en gros, la démission doit être réelle, sérieuse et libre. Le gérant, il doit prévenir les autres gérants et chaque associé par lettre recommandée avec accusé de réception. Et puis même parfois, on demande au gérant de signer une lettre de démission en blanc au moment où il prend ses fonctions. Cette lettre, elle va être datée et utilisée par les associés quand ils voudront s'en séparer. Si le gérant y démissionne sans raison valable, la société peut demander des dommages et intérêts s'il y a un préjudice. Les tribunaux jugeront la démission comme ils jugent une révocation. A l'inverse, si le gérant est forcé de démissionner ou si la démission est injustifiée, eh bien là, il va pouvoir demander des dommages et intérêts.
Et enfin, si le gérant unique il démissionne, ça crée une vacance des pouvoirs. Le gérant démissionnaire doit alors convoquer une assemblée générale pour désigner son successeur. Point suivant, les pouvoirs du gérant dans ses rapports avec les associés. Si les statuts de la société ne précisent pas les pouvoirs du gérant, il peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. Mais tu l'as compris, les statuts peuvent limiter ses pouvoirs. Dans ce cas, si le gérant dépasse ses limites, il peut être révoqué pour juste motif et il peut devoir des dommages et intérêts. Donc imagine que tu es le gérant et tu fais quelque chose que les statuts ils t'interdisent, eh bien tu peux te faire révoquer et tu devras peut-être payer des dommages et intérêts. Point suivant, les pouvoirs du gérant envers les tiers. Le gérant est le représentant légal de la société. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Si tu es gérant, tu peux faire presque tout au nom de la société, sauf si une clause limite tes pouvoirs. Mais attention, cette clause n'est pas opposable aux tiers. La société est aussi engagée même si les actes du gérant dépassent l'objet social, sauf si les tiers savaient ou ne pouvaient ignorer que l'acte dépassait cet objet social. Exemple. Si tu es le gérant d'une boulangerie et que tu commandes 10 Ferrari, ça va être quand même compliqué de ne pas se poser des questions. Et s'il y a plusieurs gérants, chacun peut agir séparément. Une opposition d'un gérant aux actes d'un autre n'a d'effet vis-à-vis des tiers que si ces derniers, donc les tiers, en ont eu connaissance. Pour faire simple, disons que tu diriges une boulangerie avec ton ami. Ton ami achète un gros four auprès du fournisseur. Même si tu n'es pas d'accord avec ça, le contrat est quand même conclu entre la boulangerie et le fournisseur, sauf si le fournisseur savait pertinemment que toi, tu ne serais pas d'accord. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Point suivant, la responsabilité civile des gérants. Quand l'Assemblée générale des associés valide la bonne exécution des obligations du gérant, c'est-à-dire qu'elle dit qu'il a bien fait son travail, on dit qu'elle lui en donne quitus. Mais attention, ça n'empêche pas les associés de lancer une action en responsabilité contre le gérant. Donc, c'est comme te dire, ok, t'as bien fait ton travail, mais tout en gardant la possibilité de te poursuivre si on change d'avis. Les gérants peuvent être tenus responsables individuellement ou solidairement en fonction du cas pour des infractions aux lois et aux règlements, des violations des statuts ou des fautes de gestion. Imaginons que tu sois gérant et que tu ne préviennes pas les associés que la société va mal financièrement ou que tu gères tout seul le problème sans consulter les autres. Dans ce cas-là, tu pourrais être tenu responsable. Si le gérant gère mal, on le dit qu'il fait une faute de gestion. La jurisprudence est vaste en matière de faute de gestion. Mais par exemple, on considère comme étant des fautes de gestion le fait de ne pas informer les associés sur la gravité de la situation financière de la société, de gérer la société seule sans contrôle en refusant de réunir les associés en assemblée générale, de commettre des fraudes fiscales, de ne pas souscrire à une assurance obligatoire ou de distribuer des commissions non justifiées à des tiers. Une faute de gestion est retenue si elle est suffisamment grave pour faire courir des risques importants à la société.
Pour les tiers, la responsabilité des gérants est engagée seulement s'ils commettent une faute séparable de leur fonction et qui leur est personnellement imputable. Sachant qu'une faute séparable de ses fonctions, c'est une faute particulièrement grave et intentionnelle et incompatible avec l'exercice normal des fonctions de gérant. Pour bien faire la distinction, prenons des exemples. Tu es gérant d'une petite boulangerie et tu passes une commande de 10 tonnes de farine. C'est beaucoup trop. C'est une faute de gestion qui risque de faire perdre beaucoup d'argent à la boulangerie parce qu'il faut payer la farine et la stocker. Donc peut-être qu'il va falloir louer un entrepôt exprès. Pour autant, acheter de la farine, ça fait partie du métier de gérant de boulangerie. Donc cette faute n'est pas séparable de tes fonctions. Ta responsabilité personnelle en tant que gérant n'est donc pas engagée envers le fournisseur de farine. Deuxième exemple. Tu es toujours gérant d'une petite boulangerie. Mais cette fois, tu utilises l'argent de cette boulangerie pour financer ta nouvelle maison. Financer une maison, c'est pas du tout le but d'une boulangerie. Tu fais donc une faute incompatible avec l'exercice normal de tes fonctions. Tu commets donc une faute de gestion séparable de tes fonctions et tu engages ta responsabilité personnelle envers les tiers. Point suivant. La mise en jeu de la responsabilité. La responsabilité d'un gérant peut être mise en cause par tout associé qui subit un préjudice personnel ou par un groupe d'associés pour réparer un préjudice subi par la société. Par exemple, si tu es associé, tu peux agir seul ou singulier pour obtenir réparation d'un préjudice qui n'atteint que toi. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez agir ensemble, donc c'est une action ut universalis. Si tu poursuis en justice le gérant au nom de la société, on dit que tu fais une action sociale. Le but de l'action sociale, c'est de réparer un préjudice subi par la société. Les dommages et intérêts sont donc versés à la société, pas aux associés. Une action sociale est toujours possible. Les statuts ne peuvent pas l'empêcher, ni obliger une autorisation préalable en assemblée générale par exemple. Et l'action en responsabilité se prescrit à 3 ans, sauf s'il s'agit d'un crime où le délai est de 10 ans. Point suivant, la responsabilité fiscale. Le gérant peut être tenu responsable solidairement avec la société pour le paiement des impôts et des pénalités fiscales si une faute rend ce paiement impossible. Imagine, tu es gérant et tu commets une faute qui empêche la société de payer ses impôts, par exemple, et tu vides les comptes. Eh bien, tu pourrais alors devoir payer ces impôts de ta poche. Imagine, tu es gérant et tu commets une faute qui empêche la société de payer ses impôts. Par exemple, tu vides les comptes. Eh bien, tu pourrais alors devoir payer ces impôts de ta poche. Point suivant, la responsabilité pénale des gérants. En tant que gérant, tu es pénalement responsable si tu distribues des dividendes fictifs, tu donnes des comptes annuels qui ne donnent pas une image fidèle de la situation de la société, tu utilises les biens ou le crédit de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle tu as un intérêt. Donc par exemple, tu détournes l'argent de la boulangerie pour financer le salon de massage de ta femme. Ou bien tu utilises ton pouvoir ou tes voix de manière contraire à l'intérêt de la société. C'est large comme définition, hein. Ça permet de couvrir pas mal de choses comme ça. Point suivant, les droits des associés. Les associés, ils ont droit d'information au cours de la vie sociale, c'est-à-dire qu'en tant qu'associé, tu peux, 2 fois par an, poser toute question au gérant sur tout fait qui pourrait compromettre la continuité de l'exploitation. Disons que tu remarques des irrégularités dans les comptes annuels qui risquent de mener la société à la faillite. Tu peux alors demander au gérant des clarifications. Tu as aussi un droit ponctuel qui est le droit de communication avant une assemblée. C'est-à-dire qu'en tant qu'associé, tu dois recevoir avant chaque assemblée générale ordinaire, par voie postale ou par voie électronique si tu es d'accord, les documents suivants. Le rapport de gestion, les comptes annuels, le rapport du commissaire aux comptes, s'il y en a un, et les textes des résolutions proposées.
Aussi, ces documents doivent être disponibles au siège social 15 jours avant l'Assemblée générale, ainsi que l'inventaire. Pour toute autre Assemblée générale, les documents à t'envoyer 15 jours avant sont le rapport du gérant, les textes des résolutions et le rapport du CAC, s'il y en a un. Enfin, en cas de décès du gérant unique, les documents pour la nomination du nouveau gérant doivent être envoyés 8 jours avant. Point suivant, le droit de communication au cours de la vie sociale. C'est un droit permanent. À tout moment, tu peux consulter au siège social les documents des 3 derniers exercices, comme les bilans, les comptes de résultats, les annexes, les rapports soumis aux assemblées générales et les procès-verbaux des assemblées. Tu peux même te faire assister d'un expert et prendre une copie de ces documents. Tu peux aussi obtenir les statuts, la liste des gérants et du CAC à tout moment. Point suivant. Le droit aux bénéfices sociaux. La répartition des bénéfices se fait selon les statuts, mais il faut noter quelques points. Les SARL doivent obligatoirement faire une réserve légale, les clauses d'intérêt fixe comme les dividendes et garanties, même sans bénéfice, sont interdites. Les dividendes doivent être payés dans les 9 mois après la clôture de l'exercice, sauf si une prolongation est accordée par la justice sur la demande des gérants. Et l'usufruitier a le droit aux dividendes, mais il ne peut voter que sur les décisions concernant l'affectation des bénéfices, sauf s'il y a une clause contraire. Point suivant, les parts sociales et le mariage. Si tu achètes des parts sociales pendant le mariage, elles sont des biens communs gérés par l'époux acquéreur, donc celui qui achète avec son compte personnel, donc toi. Tu deviens associé et tu participes seul à la vie sociale. Mais ton conjoint peut demander la moitié des parts sous réserve d'agrément par les associés, donc s'ils sont d'accord. Le jour de la liquidation de la communauté, en clair si vous divorcez, les parts peuvent être attribuées à l'un ou à l'autre des époux. Point suivant, l'agrément des associés. Pour toute cession à une personne non associée, l'agrément des associés est requis. C'est parce que l'intuitu personnel, donc le lien personnel, est essentiel dans une SARL. En clair, si tu veux vendre tes parts à ton ami, il faut que les autres associés soient d'accord de faire rentrer ton ami dans la société. Et si ton ami est lié par un PACS, la procédure d'agrément peut être complexe. Pour les PACS conclus avant le 31 décembre 2006, les parts acquises sont présumées indivisibles par moitié. Pour les PACS conclus après le 1er janvier 2007, les partenaires peuvent choisir le régime d'indivision. Et donc, si les deux partenaires veulent entrer dans la société, ils doivent être agréés tous les deux. L'associé cédant, donc toi, doit notifier son projet à la société et aux autres associés. Le gérant doit ensuite convoquer l'assemblée générale dans les 8 jours après la notification. Il y a plusieurs types d'agréments. L'agrément express, donné à la majorité des associés représentant la moitié des parts, à moins que les statuts n'exigent plus. En clair, on se dit que c'est OK. L'agrément tacite, la cession est autorisée si la société n'a pas répondu dans les 3 mois suivant la notification. En clair, si on te dit rien dans les 3 mois, c'est que c'est OK. L'agrément par déchéance, si après un refus d'agrément, les associés ou la société n'achètent pas les parts dans le délai imparti, tu peux quand même réaliser la cession initialement prévue si tu détiens tes parts depuis au moins 2 ans. En clair, si on te dit que c'est pas OK, mais qu'on ne te rachète pas tes parts, c'est quand même OK. Il faut même que tu puisses partir de la société quand même. Sachant que le refus est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au cédant. Exemple. Tu veux vendre tes parts à un tiers. Si les autres associés refusent l'agrément, ils doivent racheter les parts ou trouver un acheteur. Si cela ne se fait pas dans les délais, tu peux vendre à ton acheteur initial. Par contre, la cession entre associés est libre. La cession au conjoint, ascendant ou descendant est libre, sauf clause d'agrément qui est prévue dans les statuts. Et en cas de refus, les autres associés doivent racheter tes parts. Point suivant, la continuité de la société en cas de décès d'un associé.
Si un associé décède, les statuts peuvent prévoir que la société ne continue qu'avec les associés survivants, évinçant donc les héritiers. L'héritier évincé, il a quand même droit à la valeur des parts déterminée au jour du décès. C'est normal. S'il n'a pas le droit aux parts, on lui donne l'équivalent en euros. Les statuts peuvent aussi stipuler que la société continue avec le conjoint, un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée ou selon une disposition testamentaire. Par exemple, les statuts peuvent prévoir qu'à ton décès, c'est ta femme qui va reprendre le flambeau. Point suivant, la convocation des assemblées. C'est le rôle du gérant de convoquer les assemblées. S'il y a plusieurs gérants, ce sont les statuts qui déterminent qui s'en occupe. Si le gérant unique décède, c'est le commissaire aux comptes, s'il y en a un, ou n'importe quel associé qui doit convoquer l'assemblée pour le remplacer. N'importe quel associé peut aussi demander au président du tribunal de commerce de désigner quelqu'un pour convoquer l'assemblée et fixer l'ordre du jour. Par contre, le comité d'entreprise ne peut pas le demander. Exemple, tu es un associé dans une société et ton gérant décède. Toi et tes collègues, vous vous demandez qui va convoquer la prochaine assemblée. Eh bien, s'il y a un commissaire aux comptes, c'est lui qui s'en charge, sinon, n'importe quel associé, même toi, peut le faire. La convocation doit être envoyée à chaque associé par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la réunion. L'ordre du jour doit être indiqué dans la convocation avec des questions claires pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Si toi, seul ou avec d'autres associés, vous détenez 5% du capital, vous pouvez ajouter des projets à l'ordre du jour, c'est-à-dire ajouter vos propres questions. Et donc, si tu as 5% tout seul, tu peux le faire tout seul. Les associés décident dans les statuts du lieu de réunion des assemblées. Celui qui convoque, il doit fixer une date permettant de respecter le délai minimum de 15 jours entre la convocation et l'assemblée. Et aussi, il y a un délai pour que les associés puissent exercer leur droit de communication avant l'assemblée. Si une assemblée est convoquée de manière irrégulière, elle peut être annulée. Seuls les associés présents ou représentés peuvent demander cette annulation. La Cour de cassation a aussi dit que violer les règles de convocation et de tenue des assemblées peut engager la responsabilité civile des gérants. Donc, si tu participes à une assemblée et tu te rends compte qu'elle a été convoquée de manière irrégulière, eh bien toi et d'autres associés présents pouvez demander son annulation. Si c'est le gérant qui a mal fait les choses, il peut être tenu responsable civilement. Point suivant, le droit de communication des associés. Le gérant doit communiquer aux associés les documents suivants concernant l'exercice écoulé. L'inventaire, les comptes annuels, le rapport du gérant, le texte des résolutions proposées et le rapport du commissaire aux comptes s'il y en a un. Contrairement aux sociétés anonymes, le gérant n'est pas obligé de communiquer le rapport spécial du gérant ou du CAC sur les conventions réglementées entre la société et ses gérants ou les associés. Ça, on en parle un peu plus tard. Mais si la société doit établir des comptes consolidés, elle doit aussi fournir ses comptes et le rapport sur la gestion du groupe. Pour une assemblée autre que l'assemblée générale ordinaire, les documents suivants doivent être envoyés aux associés au moins 15 jours avant la réunion. Le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants et le rapport du CAC, s'il y en a un. Bon, là on se répète un peu parce que c'est au gérant d'envoyer tout ça et on a vu son cas dans la première partie. Ces documents, ils doivent aussi être disponibles au siège social pendant les 15 jours précédant l'assemblée. Si ces règles ne sont pas respectées, ça peut être sanctionné par une amende. Mais ça n'annule pas automatiquement la décision qui a été prise en assemblée générale. Point suivant, la tenue des assemblées. Pour commencer, aucun associé ne peut être exclu d'une assemblée.
Les personnes morales, elles peuvent aussi y assister en étant représentées par le représentant légal ou quelqu'un d'autre ayant une délégation de pouvoir. Donc ça veut dire un gars à qui on a dit qu'il pouvait représenter la société. Bon. Sauf clause contraire, un associé peut se faire représenter par son conjoint, y compris dans le cas d'un PACS, que le conjoint y soit associé ou non, sauf si la société ne compte que 2 époux. Ah oui, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que l'un se représente lui-même et représente aussi l'autre en même temps. Bon. Il peut aussi se faire représenter par un autre associé si le nombre d'associés est supérieur à 2. Par contre, le mandat permanent est interdit. Il ne peut être donné que pour 1 ou 2 assemblées tenues le même jour ou dans un délai de 7 jours. Et le mandat doit être global pour concerner l'ensemble des parts sociales. Donc par exemple, si tu ne peux pas assister à une assemblée, tu peux demander à ton conjoint, marié ou pacsé, de te représenter, même s'il n'est pas associé. Et si tu veux que ce soit un autre associé qui te représente, ça marche aussi, tant qu'il y a plus de 2 associés dans la société. Mais tu ne peux pas donner un mandat permanent, c'est juste pour 1 ou 2 assemblées. Quand il y a beaucoup d'associés, c'est mieux de préparer une feuille de présence et de la faire signer par les associés ou leurs mandataires. Comme ça, tu sais exactement qui est là et qui ne l'est pas. Enfin, les procès-verbaux des assemblées doivent être inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé. Ils doivent mentionner la date et le lieu de la réunion, les noms, les prénoms et la qualité du président et les noms et prénoms des associés présents. Donc tu vois que tout doit être carré. Point suivant, les décisions collectives ordinaires. Quand tu fais voter une décision collective ordinaire, lors de la première consultation, il faut une majorité absolue, donc plus de la moitié des parts sociales. Pour la seconde consultation, la majorité relative suffit, c'est-à-dire que la majorité des voix émises, quel que soit le nombre d'associés ayant participé au vote, va suffire. Sachant que les statuts, ils peuvent exiger une majorité plus élevée que la majorité légale. Bon, pour dire les choses clairement, disons que dans ta SARL, vous êtes 6 associés ayant chacun une part sociale. Lors de l'Assemblée Générale, vous êtes seulement 3 associés. Vous allez voter la proposition à mettre une machine à barbe à papa géante dans le hall d'entrée. À la première proposition, donc au premier vote, vous n'êtes que 2 à voter oui. Ça fait 2 parts sur 6, donc c'est pas assez. Attention, là on prend bien l'ensemble des parts sociales. Comme le vote n'a pas abouti, on réessaye une seconde fois. Là vous êtes toujours 2 à voter oui, mais cette fois, on prend en compte les voix émises, donc celles qui s'expriment, donc celles qui sont à l'Assemblée Générale. Et là ça va faire 2 sur 3, donc la proposition peut être adoptée. Point suivant, l'Assemblée ordinaire annuelle. À la fin de chaque exercice, les gérants doivent établir et déposer au greffe les comptes annuels, bilan, compte de résultats et annexes, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, s'il y en a un, et la proposition d'affectation du résultat. Le rapport de gestion, lui, doit être disponible pour toute personne qui en fait la demande. Le gérant qui ne respecte pas ses obligations, il risque une amende. Il doit aussi établir un rapport sur la situation de la société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice et les activités de recherche et de développement. L'Assemblée générale ordinaire annuelle, elle doit être réunie dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice. Pareil, le gérant qui ne soumet pas les documents à l'approbation, eh bien, il risque une amende. Point suivant, les décisions collectives extraordinaires. Les décisions collectives extraordinaires, donc les assemblées générales extraordinaires, c'est quand on veut modifier les statuts. Ces décisions, elles peuvent porter sur la mise en conformité des statuts avec la loi ou aussi sur le déplacement du siège social dans un même département ou dans un département limitrophe. Par exemple, tu veux modifier les statuts de la société, il faut que ça se fasse en assemblée extraordinaire. Ou alors tu veux déplacer le siège social dans un autre département qui n'est pas trop loin, même combat. Les décisions en assemblée générale extraordinaire, elles sont votées selon des règles de quorum et de majorité un peu particulières.
Le quorum, c'est le nombre minimum de personnes qu'il faut réunir pour faire une assemblée générale. Si la SARL a été créée avant le 4 août 2005, à la première consultation, il n'y a pas de quorum. Et la décision se fait à la majorité des 3/4 des parts sociales présentes ou représentées. Et à la deuxième consultation, il n'y a rien de prévu. Si la SARL a été créée après le 4 août 2005, à la première consultation, il faut un quorum d'1/5 des parts sociales, et la décision se fait à la majorité des 2/3 des parts sociales présentes ou représentées, mais les statuts peuvent prévoir une clause plus élevée, mais pas aller jusqu'à l'unanimité quand même. À la deuxième consultation, il faut un quorum d'1/5 des parts sociales, et la décision est prise à la majorité des 2/3 des parts sociales présentes ou représentées. Mais les statuts peuvent prévoir une clause plus élevée, mais pas aller jusqu'à l'unanimité. Par contre, il faudra forcément l'unanimité des associés pour changer la nationalité de la société, la transformer en SNC, SAS ou société civile, ou alors augmenter les engagements des associés. C'est-à-dire qu'ils risquent plus qu'avant. Et enfin, il faut la majorité de plus de 50% des parts sociales pour les décisions suivantes: la révocation du gérant sur première consultation, la suppression dans les statuts du nom du gérant, ou l'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices. Pour ce qui est du transfert de siège social, cette décision peut être prise à la majorité des décisions ordinaires avec les conditions de quorum des décisions extraordinaires. Donc on prend un peu de l'un, un peu de l'autre. Bon, on me demande pas pourquoi j'y complique comme ça, mais bon. Pour la décision du transfert décidée par le gérant, dans le même département ou dans un département limitrophe, il faut que les associés soient d'accord à la majorité des décisions ordinaires. Et soit ils font une assemblée générale, soit ils font une consultation écrite, c'est-à-dire qu'ils disent par écrit s'ils sont d'accord ou pas. Point suivant, les consultations écrites. Alors, sauf pour l'assemblée générale ordinaire, annuelle, le gérant peut consulter les associés et faire adopter les délibérations dans les conditions définies pour les décisions ordinaires qui sont prévues en assemblée générale, mais au lieu de faire une assemblée générale, il peut le faire en faisant une consultation écrite. Bon, en clair, sauf pour l'assemblée générale ordinaire annuelle, au lieu de faire une assemblée générale, le dirigeant, il peut demander par écrit: est-ce que ça vous irait ou pas si je faisais telle ou telle chose? Le texte et les résolutions, donc ce que le gérant veut demander, sont adressés aux associés par lettre recommandée avec accusé de réception, et les associés donnent leur avis dans les 15 jours après avoir reçu ce courrier de résolution. Si les statuts sont OK avec ça, la décision peut aussi venir du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. En gros, un papier qui dit « Nous, associés, sommes d'accord ». Bref, ça fait plein de choix différents pour le gérant qui veut demander quelque chose aux associés. Et si jamais l'assemblée est irrégulièrement convoquée, elle peut être annulée, sauf si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale. Bon, c'est logique, si t'as pas respecté le délai pour convoquer tes associés, mais qu'ils ont quand même tous là, c'est pas grave. Point suivant, les conventions réglementées. Une convention, donc un contrat, entre une SARL et son gérant ou son associé doit en principe être soumise au contrôle des associés. Et ça marche même si c'est pas le gérant ou l'associé qui a directement conclu le contrat, mais qu'il passe par une personne interposée. Bon. En clair, si tu es gérant et que tu ne passes pas directement le contrat avec ta SARL, mais que tu dis à ton ami de le passer pour toi, si au final c'est toi qui en bénéficie, alors le contrat doit être soumis au contrôle des associés. Mais dans ce cas de figure, tu es le bénéficiaire final du contrat. Donc si c'est ta femme qui passe un contrat avec ta SARL, mais que toi tu n'en bénéficies pas, c'est OK. Là, il n'y a pas besoin de demander l'avis des associés. Aussi, si la convention elle porte sur des opérations courantes et qu'elle est faite dans des conditions normales. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de contrôler. Et on dit que c'est une convention libre. En clair, même si le contrat est passé entre la SARL et son gérant ou son associé, si c'est pas un truc important et que les termes du contrat sont normaux, il n'y a pas besoin d'avoir le contrôle des autres associés. Mais quand c'est nécessaire,
le contrôle est fait a posteriori sur rapport préalable du gérant ou s'il en existe un du commissaire aux comptes. Bon, voilà en clair comment ça se passe. On dit que tu es le gérant d'une SARL et que tu conclus un contrat avec ta société qui n'est pas un contrat libre. Une fois que tu as conclu le contrat, tu préviens ton commissaire aux comptes, si tu en as un, et ça, tu as 1 mois pour le faire. Le commissaire aux comptes, ou toi directement si tu n'as pas de commissaire aux comptes, fait un rapport sur le contrat que tu as conclu. Ce rapport doit rappeler les conventions réglementées qui existent déjà, ton nom, la nature du contrat que tu as conclu, les modalités essentielles du contrat et l'importance qu'il a. Une fois le rapport fait, il est donné à l'assemblée générale ou en consultation écrite, si vous avez la flemme de faire une assemblée générale. Les associés votent pour approuver ou désapprouver la convention. Toi, évidemment, tu ne peux pas voter, mais du coup, on ne prend pas en compte tes parts pour calculer la majorité. Bon, en clair, si vous êtes 10 à participer à l'assemblée générale et que vous avez chacun une voix, toi, tu ne votes pas, mais on considère qu'il n'y a que 9 personnes au total. Donc si 5 personnes sont OK, eh bien ta convention est approuvée, parce qu'il y aurait 5 votes sur 9 au total, donc il y a la majorité. Mais c'est pas tout. Si tu es gérant non associé et que tu n'as pas de commissaire aux comptes, le contrôle de la convention réglementée se fait a priori. En clair, si tu es gérant non associé et que tu n'as pas de commissaire aux comptes, il faut que tu demandes l'approbation des associés avant de conclure ton contrat. La procédure est la même, faire un rapport, le donner à l'Assemblée générale le vote. Dans tous les cas, si ta convention n'est pas approuvée, tu peux quand même la faire. Mais s'il y a un problème, eh bien la société, elle pourrait te poursuivre personnellement en justice pour réparer le préjudice qu'elle aurait subi. Donc mieux vaut pour toi que la convention réglementée soit approuvée. Point suivant, les conventions interdites. Une convention, donc un contrat, entre une SARL et son gérant ou son associé est directement interdite si la société prête de l'argent au gérant ou à l'associé, si la société autorise un découvert en compte courant, donc le gérant ou l'associé lui doit de l'argent, ou si la société se porte caution ou aval pour le gérant ou l'associé. Donc en clair, si tu es gérant ou associé, tu ne peux pas emprunter de l'argent à ta société et elle ne peut pas se porter garante pour toi. Ça, c'est pour éviter les abus. Imagine que tu es le gérant et ta société elle se porte caution pour l'achat de ta maison. Les associés ils risquent de ne pas être super rassurés par ça. Donc là, on est au stade au-dessus de la convention réglementée. Il n'y a pas de « on va demander si c'est OK », c'est non. Et si tu conclus quand même une convention interdite, elle est annulée. C'est une nullité absolue. Et pour le coup, ça s'applique non seulement à toi en tant que gérant ou associé, ça s'applique aussi à ton conjoint, à ton enfant, à ton parent, etc. Mais c'est pas fini. Tu peux quand même faire ce type de contrat qui normalement devrait être interdit si l'associé en question, donc toi, est une personne morale. Donc si tu es une société. Et si la SARL est un établissement financier, donc en gros si c'est une banque. Allez, dernière chose, quand un associé quitte la SARL, il n'est plus responsable de ce qu'il se passe dans celle-ci après son départ. Mais il reste responsable, limité à son apport, des dettes contractées pendant qu'il était dans la société. C'est logique. Tu peux pas endetter ton SARL de 1 million et puis après partir en disant bah, « c'est plus mon problème maintenant ». Point suivant, la nomination du commissaire aux comptes. Dans ton SARL, tu dois obligatoirement avoir un commissaire aux comptes si tu dépasses 2 des 3 seuils suivants. Un total de bilan de 5 millions d'euros, un chiffre d'affaires hors taxe de 10 millions d'euros et 50 salariés. Si c'est le cas, tu nommes un commissaire aux comptes pour 6 ans, même si les seuils ne sont plus atteints après. C'est les associés qui nomment le commissaire aux comptes, soit à la majorité absolue des parts sociales, si la nomination se fait au cours de la vie sociale de la société, soit à l'unanimité quand c'est au moment de créer la société. Si tu ne dépasses pas ces seuils, les associés ils peuvent d'eux-mêmes décider de nommer volontairement un commissaire aux comptes.
Il n'y a pas besoin que tous les associés soient d'accord. Dès que un ou plusieurs associés qui représentent 10% des parts sociales veulent un commissaire aux comptes, ils ont qu'à aller devant le président du tribunal de commerce pour obliger la société du moins, à avoir le commissaire aux comptes. Point suivant, les statuts du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes, lui, il doit être choisi parmi les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des commissaires aux comptes officiels. Ils ne doivent pas avoir d'activités pouvant compromettre leur indépendance, comme des activités commerciales ou des emplois salariés. Sauf s'ils sont salariés commissaires aux comptes, et s'ils sont salariés experts comptables, ou si c'est des professeurs. Bon, en clair, un commissaire aux comptes, il doit toujours être indépendant, et du coup, il n'a pas le droit de faire autre chose que de faire du commissariat aux comptes. Évidemment, si tu ne nommes pas un commissaire aux comptes comme il faut, par exemple tu prends quelqu'un qui n'est pas sur la liste, sa nomination elle est nulle. De même, si tu es gérant et que tu ne consultes pas tes associés pour nommer un commissaire aux comptes, alors que la loi l'exige, tu seras puni. Les commissaires aux comptes peuvent être récusés en justice, en gros renvoyés, pour conflit d'intérêts dans les 30 jours suivant leur nomination. Donc si tu es associé et que tu penses que le commissaire aux comptes a un conflit d'intérêts, tu peux demander sa réquisition en justice dans les 30 jours suivant sa nomination. Si jamais ta société ne respecte plus les seuils de nomination pendant 2 ans avant de renommer le commissaire aux comptes, tu n'es pas obligé de le renommer. Bon, en clair, tu as dépassé 2 des 3 seuils, donc tu nommes un commissaire aux comptes pour 6 ans. La 5e et la 6e année, tu redescends en dessous des seuils. Eh bien, une fois que ton commissaire aux comptes il aura fini ses 6 ans de mission, tu peux lui dire ciao. Le commissaire aux comptes, il a aussi un droit d'alerte s'il relève des faits menaçant la continuité de l'exploitation de la société. Dans ce cas-là, il doit demander des explications au gérant. Exemple. Si le commissaire aux comptes, il découvre que ta société elle va financièrement très mal, il doit te demander en tant que gérant des explications et tu as 15 jours pour lui répondre. Si ta réponse ne le satisfait pas, il fait un rapport spécial et t'invite à convoquer une assemblée générale pour parler de cette situation avec les associés. Le commissaire aux comptes donne son rapport à l'assemblée générale et il peut même y participer. Si malgré tout ça, la situation ne s'améliore pas, le commissaire aux comptes, il informe le président du tribunal de commerce. Le but, c'est qu'on évite que ta société elle fasse faillite. Point suivant, le comité social économique. Un CSE, c'est obligatoire si ton entreprise elle a au moins 11 salariés pendant 12 mois. En dessous de ce seuil, c'est facultatif. Le CSE peut être mis en place au niveau de l'entreprise, d'une de ses unités économiques ou sociales, d'un ensemble d'entreprises ou d'un établissement distinct. Donc, tout ça pour dire que dans une grande entreprise avec plusieurs sites, chaque site peut avoir son propre CSE. Il protège les intérêts des salariés, améliore le dialogue social dans l'entreprise. Bon, ça on en parle dans le chapitre 11 de l'UE3. Point suivant, l'expertise de gestion. Un ou plusieurs associés représentant au moins 10% du capital de ta SARL peuvent demander en justice la désignation d'un ou de plusieurs experts de gestion pour faire un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministère public ou le CSE peut aussi demander cette expertise. La demande est faite directement au président du tribunal de commerce. Et attention, elle ne peut porter que sur des opérations déjà réalisées par la société. Donc en gros, si tu es associé à 10% du capital et que tu suspectes des irrégularités dans la gestion de ta société, tu peux demander en justice qu'un expert de gestion soit nommé pour enquêter là-dessus et te faire un rapport. Ce rapport est ensuite déposé au greffe du tribunal de commerce.